bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série lié aux conséquences du Covid-19 Justin Ziegler, cofondateur de Price Minister et animateur de la holding d'investissement SAS Partners. Et c'est plus précisément avec ce rôle-là qu'on va lui poser des questions aujourd'hui. Alors Justin, première question, quels sont les impacts et les conséquences de la crise sur les investisseurs ? Alors, le premier impact, c'est je pense pour beaucoup d'entre nous, ça a été une ou deux nuits où on a eu un peu du mal à dormir. Donc premier impact, c'était un peu une insomnie. Avec une prise de conscience, je pense pour beaucoup d'entre nous, assez rapidement, au-delà de l'impact sanitaire, c'est vraiment l'impact économique de cette crise. Donc en fait, ça t'a empêché de dormir parce que tu t'es dit merde, on va perdre tous les investissements qu'on a fait ? Alors, en fait, pas forcément perdre, mais effectivement, beaucoup des investissements qui ont été faits sont à risque parce que le coût, avec les deux orthographes possibles, à la fois le coût COUP et le coût COU accent de complexité, va être faramineux pour l'économie et évidemment, ça va impacter nombre de startups dans lesquelles on a investi. Nombre de sociétés, même des sociétés matures. Donc, il y a des sociétés qui étaient sur le point de faire une levée de fonds et cette levée de fonds a été interrompue. Il y a des sociétés, j'ai tous les cas, il y a des sociétés qui étaient sur le point de se vendre et cette transaction a été interrompue. Il y a des sociétés qui se retrouvent obligées de mettre tout le staff en chômage technique. On ne parle pas de chômage partiel, on parle de tout le staff en chômage technique du jour au lendemain, pendant toute la durée du confinement et qui ne savent pas comment va se passer la sortie de confinement. Ils vont réussir à reprendre le business ou pas ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des impacts marché pour tes entreprises. Est-ce qu'il y a aussi des impacts de trésor ? Est-ce que c'est... Bien sûr. Ça c'est aussi la raison pour laquelle des investisseurs ont pu avoir une ou deux nuits d'insomnie. C'est que, d'une part, on est tous, à la fois directement et indirectement, ou soit directement, soit indirectement, on est tous exposés à la bourse. Donc, on se retrouve du jour au lendemain avec des avoirs qui ont perdu 50% de leur valeur. Alors, pour peu que certains d'entre nous peuvent avoir aussi de la dette à proximité, vous imaginez l'inquiétude que ça peut générer. Donc il y a l'impact bourse et puis ensuite il y a l'impact sur les différentes participations qu'on a. Il y a certaines des participations qui ont pu faire des levées de fonds énormes sur des valorisations tout aussi énormes, qui sont des valorisations de marché d'il y a 2 mois, mais qui, si ça se trouve, dans quelques mois, vont devoir faire une autre levée de fonds. Ce ne sera pas du tout sur le même type de valorisation. Et donc on peut être précisément dans une situation dont certains parlent depuis longtemps, où on fait ce qu'on appelle un down round. C'est-à-dire que même pour une société qui se porte bien, la levée de fonds suivante est à une valorisation inférieure à la levée de fonds précédente. Ouais, et ça, comment ça se traite, ça ? J'avoue, ça se traite douloureusement, on va dire, avec des discussions et des négociations compliquées avec le fondateur et avec les actionnaires historiques, entre les actionnaires historiques et le fondateur.
J'avoue que j'ai pas encore dû traiter ce cas, mais c'est tout à fait possible que ça puisse venir. Ouais, raconte-nous deux secondes là, ton historique d'investisseur en fait au sein de SAS Partners. Vous êtes plutôt sur des investissements early stage, hein, tu me disais. Alors oui, sur SAS Partners, on va investir en fait dans des sociétés qui ne sont pas encore arrivées à ce qu'on appelle la série A. Donc la série A, c'est la levée de fonds qui est un peu la première vraie. Qui est la première levée de fonds vraiment sérieuse. Ouais. Et donc nous, on se place avant, on est soit sur du seed, soit sur de la pré-série A ou des bridges en attendant la série A. Et donc on va passer, on est très présent avec nos entrepreneurs puisque nous-mêmes, on est une holding d'entrepreneurs. Et comme on est des entrepreneurs du SaaS, on s'intéresse plutôt à des boîtes qui font du SaaS. Ouais, tu travailles entre autres avec Martin Génaud, que je connais bien, que j'ai déjà interviewé, c'est ça? Pardon, j'ai pas compris ta question. Tu travailles entre autres avec Martin Génaud, qui est typiquement un entrepreneur investisseur. Exactement. Donc Martin Génaud, c'est l'exemple type de l'entrepreneur qui est actif et qui fait partie de SAS Partners. D'ailleurs, c'est un des membres fondateurs de SAS Partners. Et donc, on a d'autres entrepreneurs qui font partie également. Donc, on a un Xavier Chauvin, ou on a Quentin de Chivray, qui avait fait Shopnium, on a Bertrand Fredenucci. Donc, il y a un pôle, pas mal d'entrepreneurs qui ont fait du web, du SaaS dans le passé. Et qui aujourd'hui, lorsqu'on investit dans une société, on passe du temps avec l'entrepreneur sur lequel on a investi, soit à l'accompagner, soit à l'aider à faire du business, soit à affûter son discours commercial, affûter sa stratégie financière, affûter sa stratégie produit. On va l'aider parfois à faire du recrutement. Notre objectif, c'est vraiment d'apporter de la valeur et de la présence avec du mentoring. On va l'aider sur le timing, par exemple, est-ce qu'il doit recruter un DAF ou est-ce que c'est trop tôt vous avez en fait un DAF, est-ce que c'est le bon moment pour recruter un directeur commercial ou est-ce que c'est trop tôt? Ouais, vous n'êtes pas que des financiers. En quantité significative ou est-ce que c'est trop tôt? Toutes sortes de choses comme ça. Ouais, vous n'êtes pas que des financiers, vous êtes aussi impliqués opérationnellement dans la vie des entreprises. Ça, c'est notre objectif. C'est là que, je dirais, c'est là où nous, on prend notre plaisir et notre intérêt à titre personnel, parce que c'est ça qui est important quand même pour nous, c'est de prendre du plaisir, c'est dans la relation avec les entrepreneurs. Et donc, on essaie d'être quelque part, on essaie vraiment d'incarner ce qu'on appelle le smart money. Et pour vous avoir côtoyé les uns les autres dans cette démarche de prêt, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Revenons au Covid-19. Aujourd'hui, dans quelle mesure il est encore possible de lever de l'argent? En fait, je pense qu'il y a eu, comme je disais, il y a eu une première réaction qui relevait un petit peu de l'insomnie pour plusieurs d'entre nous. Et puis ensuite, on s'est un petit peu posé, on a un petit peu regardé. Bon, en fait, la réalité, c'est qu'il y a quand même quelques opérations qui continuent et qui se sont faites, quelques belles opérations qui étaient déjà bien enclenchées, évidemment, et qui se sont conclues. Et puis, il y a aussi des sociétés qui sont, suivies et soutenues par leurs financiers et leurs investisseurs historiques. Donc, je dirais que passé la douche froide, j'ai un peu repris confiance et je pense qu'il y a plusieurs d'entre nous qui sont dans le même état. Et puis, il y a des levées de fonds. Alors, je ne sais pas à quel point je peux parler. Alors, je préfère pas citer, mais je sais qu'il y a des levées de fonds qui ont réussi à se conclure, des levées de fonds significatives qui ont réussi à se conclure récemment, et même des fonds d'investissement, et qui vont déployer cet argent. Alors, j'ai regardé un petit peu les statistiques de 2008. Ouais. Et ça, c'était assez intéressant. Donne-nous des infos. Pardon ? Ouais, vas-y, donne-nous les infos. Ça va être drôle. Ce qu'on a constaté en 2008, ouais. c'est
que l'activité, la fréquence et le nombre de levées de fonds de série A, série B, série C a fortement diminué et a vraiment mis, je dirais, 1 an, voire un petit peu plus, pour se reprendre. Par contre, tout ce qui est avant la série A, et donc toutes les, on va dire, les premiers financements d'entreprises, hein, donc les seed, tout ce qui tourne à proximité du seed, l'activité a ralenti pendant, on va dire, peut-être quelques mois, 2-3 mois, et ensuite l'activité a repris, et l'activité est même repartie en croissance significative. Donc je dirais alors je ne me souviens plus exactement de la date de la crise de 2008, est-ce que c'était en début d'année, en milieu d'année ou en fin d'année, mais peu importe, on va dire que dès 2009, l'activité de seeding, l'activité d'amorçage, hein, tout le financement en amorçage avait repris, voire même avait repris de plus belle. Okay. Les séries A et les séries B et les séries C ont mis un petit peu plus de temps. Donc le challenge, ça va être pour une société qui avait prévu de faire une série A demain, ou qui avait prévu de faire une série A fin 2020, ben, ça va être un peu compliqué. Il va falloir attendre. Ces sociétés-là, elles vont devoir se retourner vers leurs financiers historiques, vers leurs investisseurs historiques, ou vers la BPI, pour dire, bah écoutez, j'avais prévu de faire une série A, mais clairement, le vent a tourné, donc on ne va pas réussir à faire une série A en 2020, donc il va falloir faire autre chose. Ouais, il va falloir être créatif. Ouais, là, tu anticipes d'ailleurs la question que j'allais te poser. Le redémarrage en sortie de crise, il sera forcément pas fort. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, il va y avoir des difficultés de lever de l'argent, en dehors peut-être du CID. Et encore, il y a bien un moment d'accalmie qui, au regard de ce qui s'est passé en 2008, va également se passer en sortie de crise. La sortie de crise la crise actuelle est plus forte que celle de 2008. Hein, les conséquences économiques seront bien supérieures. On peut imaginer que le redémarrage, dans une mesure à peu près proportionnelle, va aussi s'étaler et que ce ne sera pas immédiat. À propos de ce redémarrage, parce que de toute manière, vous, financiers, investisseurs, c'est votre ADN, vous allez vouloir repartir dans des aventures entrepreneuriales. Est-ce que tu imagines que finalement les projets financés, ceux que vous allez choisir de financer, seront choisis avec de nouveaux critères? Est-ce que on va repartir exactement comme avant, ou est-ce qu'on va réinventer un peu les critères? Est-ce qu'on va faire autrement? Est-ce qu'il y aura plus de projets à impact? Est-ce que voilà. Alors, vous savez, l'investissement, c'est générationnel. Comme beaucoup de choses, hein, c'est générationnel. Et donc, je pense que ceux parmi nous qui sont touchés par cette crise et qui ont peut-être aussi connu celle de 2009 vont en tirer des conséquences et vont regarder leurs investissements peut-être avec un œil plus averti. Mais ensuite, il y aura une nouvelle génération qui arrivera, qui n'aura pas eu cette connaissance-là et qui aura de nouveau un œil moins averti. C'est juste l'histoire. Donc oui, dans les 5 ans qui viennent, les investisseurs seront peut-être plus regardants et vont regarder des choses différentes. Typiquement, moi, un critère qui me paraît aujourd'hui avoir beaucoup d'importance et c'est pas je dirais, je l'ai déjà entendu ce critère d'investissement, j'ai déjà entendu certaines personnes en parler, donc je prétends pas du tout être le père de ça, mais je dirais aujourd'hui, vu le contexte de crise, c'est un critère qui me paraît prendre beaucoup plus de sens encore qu'avant. Donc c'est ce qu'on appelle la stickiness. Répète. Donc, la stickiness. Ok, la stickiness. C'est le côté must-have d'un service SaaS ou d'un logiciel en SaaS versus un logiciel qui serait nice to have. Donc, grosso modo, c'est est-ce qu'on parle d'un logiciel qui relève de la structure et de la fondation du client, ou est-ce qu'on parle d'un logiciel qui relève beaucoup plus de la déco et de l'optimisation du client. Mm-hmm. Et donc typiquement aujourd'hui, le critère stickiness, et donc
pourquoi est-ce qu'on parle de stickiness? C'est qu'on peut imaginer qu'en temps de crise, des clients qui utilisaient un service plutôt nice to have et qui sont à la recherche de réduction budgétaire, ils vont plutôt se dire, tiens, ce truc-là qui est nice to have, je vais m'en passer. Parce que c'est pas du must have. Ah ouais. En fait, il y a... Ouais, je comprends bien. Ouais. En période de ceinture serrée, de serrage de ceinture, beaucoup de services nice to have, les budgets vont s'arrêter. Et donc, c'est ça qui va être très, très dur pour beaucoup de boîtes SaaS, c'est que non seulement ils vont avoir du mal pendant 6 mois, dans les 6 mois qui viennent, ils vont avoir du mal à signer de nouveaux clients, donc il ne va pas y avoir de newbies, mais en plus de ça, ils vont peut-être perdre des clients qu'ils avaient déjà, s'ils étaient dans une position de nice to have. Et même pour ceux qui sont dans une position de must have, ils ont des clients qui vont mourir, ils ont des clients qui vont disparaître, rayés de la carte, malheureusement. Ouais, donc en fait, des nouveaux critères qui sont des critères permettant de gommer une forme de risque, hein, c'est ça, par rapport à la structure du business, c'est-à-dire un service qui est celui que nous devons avoir, un must have, et versus celui qui est bien mais qui n'est pas essentiel à la vie de l'entreprise. Hein, exactement. On peut le résumer. Le caractère plus ou moins indispensable du service que l'on du logiciel, de l'outil, dans la perception du client, dans la façon de réfléchir du client. Et au regard Après, il y a d'autres critères, ouais. D'autres critères qui vont prendre de la valeur. Il y a aussi toutes sortes d'études qui ont été produites sur les domaines et les secteurs qui vont être résilients face à la crise. Et donc typiquement, c'est assez intuitif. La santé va être un des secteurs résilients face à la crise. Donc on peut tout à fait imaginer, sans avoir fait des études extraordinaires, que suite à cette crise sanitaire, tous les investissements liés à la santé vont plutôt aller en augmentant. Et donc toutes les startups de type santé, de type intelligence artificielle pour mieux diagnostiquer ceci ou mieux diagnostiquer cela, et donc pour réduire, in fine, pour réduire le coût de diagnostic, pour réduire le temps de diagnostic, on peut imaginer que les investissements là-dedans, dans ce secteur-là, vont aller en augmentant. Après, il y a aussi, c'est assez intéressant, tout ce qui est lié au divertissement. Comme ça a été évoqué dans la presse, Netflix, Zoom. Tu parles du stay at home, les services du stay at home. Oui, voilà, tout ce qui relève de qu'est-ce qu'on peut faire chez soi, quels sont les divertissements qu'on peut faire chez soi. Et aussi tout l'impact sur les réseaux, d'accord, tout ce qui relève de la télécommunication. Tous ces services-là, en ce moment, on va dire qu'ils sont contracycliques. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs aujourd'hui, et j'en ai cité 2, mais pour qui c'est particulièrement fort, mais il y en a beaucoup d'autres pour qui on est d'ores et déjà en train d'observer une croissance extraordinaire. Alors qu'on est en temps de crise. Donc on peut aussi dire que c'est ces secteurs-là qui seront favorisés dans les investissements à très court terme. Écoute, Justin, ça me paraît être un bon mot de la fin. Merci pour cet échange. Merci beaucoup pour nous partager en fait ton expérience et ton expertise autour de l'investissement. Je pense que effectivement pour toi et le secteur, comme pour beaucoup d'autres, les périodes sont compliquées. Il y a une forme de navigation à vue, mais il y a aussi déjà une projection qui s'opère post-crise. Hein, tu l'as bien développé. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement. Et puis merci, comme d'habitude, à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités et aujourd'hui à Justin de prendre la parole et de partager leur témoignage avec nous. Si vous souhaitez me laisser des commentaires ou m'envoyer des messages, vous pouvez le faire au travers le site lesdigitaldoers.com. Merci et à très bientôt.